J'ai écrit un livre et il vient de paraître. C'est un recueil de nouvelles car j'aime beaucoup ce format, j'aime lire des nouvelles et j'aime en écrire. Dans ce recueil qui s'appelle L'arrière-petit-fils, il y a 5 nouvelles. J'écris parce que le monde actuel est une épreuve et qu'il faut que nous puissions nous protéger de lui. Donc nos livres sont comme des remparts derrière lesquels on se met à l'abri des effets terribles de ce monde, mais ils ne font pas que nous protéger, ils nous arment également, intellectuellement, philosophiquement, historiquement, moralement, c'est-à-dire politiquement dans le sens noble de ce terme. Les livres sont donc mieux que des remparts, ce sont des barricades. Car derrière un rempart, on se protège, mais derrière une barricade, c'est différent. On tient une position en prévision de la contre-attaque. Et précisément, la littérature est une arme, l'une des dernières qui nous reste pour défendre notre monde. J'ai connu des quantités d'hommes et de femmes qui ont renoué avec le bon sens, avec la beauté, avec la noblesse de cœur et d'esprit, avec la foi, avec la verticalité grâce à la littérature, mais je n'ai jamais vu quelqu'un devenir un ennemi de la civilisation ou un barbare après avoir lu Balzac ou Barès. En ce qui me concerne, j'ouvre un livre pour m'y réfugier et pour me fortifier. Lorsque je le referme après lecture, je suis donc plus fort, plus solide, plus conscient qu'au moment de l'ouvrir. Il y a dans la littérature quelque chose dont on ne sait pas le nom, mais qui nous électrise, qui nous élève, en somme qui nous améliore. Parce qu'on y revoit des paysages oubliés, des senteurs perdues, des personnages qui nous rappellent les nôtres, des ambiances que l'on voudrait retrouver, des couleurs qui nous manquent. Et pourtant ces décors, qui sont les décors de la France, n'ont pas à proprement parler disparu. Ils sont simplement recouverts par l'épaisse couche de crasse que le monde moderne a répandue sur eux. Notre devoir est simple, mais il est en même temps historique et grandiose. Il faut gratter cette crasse pour montrer à nos contemporains à quel point le monde est paisible et beau sans elle. Et précisément, la littérature nous aide dans cette mission. Avec l'arrière-petit-fils, j'ai voulu donner à lire ce que moi-même j'aime retrouver comme énergie, comme influence, comme mélancolie et comme nostalgie dans les livres que je lis. Je n'ai rien inventé, je perpétue. En quelques mots, voilà ce que le lecteur trouvera dans ce livre que je confie maintenant à son appréciation. 5 nouvelles, 5 histoires, chacune résumée ici en quelques secondes dans l'ordre où elles apparaissent dans l'ouvrage. Dans L'arrière-petit-fils, qui est le nom de l'ouvrage et en même temps le titre de la première nouvelle, à travers l'aventure d'un jeune homme qui se lance à la recherche d'un aïeul, je parle de la filiation, de la transmission, de l'hérédité. Et j'ai placé cette histoire au milieu de la boutique pleine de souvenirs d'un antiquaire qui garde dans ses rayons les preuves du passé. J'aime beaucoup l'atmosphère mélancolique qui règne chez un antiquaire, l'odeur des vieux papiers, la poussière sur les vieilles horloges et le calme pesant des meubles d'époque. En écrivant cette nouvelle, j'avais en tête de donner au lecteur le goût de la généalogie et l'odeur des vieux bois. Le personnage de cette nouvelle mène une quête que j'aimerais voir menée par le plus grand nombre possible de jeunes Français. Vous comprendrez en lisant. Dans la deuxième nouvelle, qui s'appelle Le Maringouin, j'évoque un amusant et un improbable quiproquo politico-familial qui se déroule dans les salons enfumés d'un important bourgeois du Paris de la Troisième République. J'aime évidemment beaucoup cette époque qui est riche en événements et qui a joué un rôle fondateur dans la matrice politique et idéologique d'où est sortie la France d'aujourd'hui. L'ambiance feutrée des hôtels particuliers où se tramaient des conspirations politiques, le décor riche en dorures des salons où les alliances d'intérêts se construisaient et se détruisaient, tout cela a quelque chose évidemment de fascinant et d'intrigant. En écrivant Le Maringouin, j'ai voulu plonger le lecteur dans les intrigues de coulisses et lui faire sentir l'odeur des vieux tabacs de l'époque. La troisième nouvelle du recueil s'appelle L'horrible projet. Là, nous ne sommes pas loin, chronologiquement parlant, du Maringouin et le lecteur trouvera facilement des raccordements thématiques entre ces deux nouvelles. Cette fois, nous évoquons une affaire sordide où se mêle l'ambition folle d'un homme déraisonnable qui est le maire de sa commune, les querelles populaires autour de l'église qui rappelleront au lecteur la grande pitié des églises de France de Maurice Barrès et la puissance invisible de Dieu. Dans cette histoire, je peux dire que j'ai fait se rencontrer et s'affronter le bien et le mal dans une petite commune de Lorraine. Car je suis intimement convaincu que ce combat se déroule tous les jours, y compris dans des situations banales et quotidiennes.
On se figure souvent que le combat entre le bien et le mal a forcément des éclats pittoresques et spectaculaires comme les films américains ont voulu nous le représenter, mais moi j'ai voulu écrire une histoire qui est banale, vue de l'extérieur, mais qui prend des dimensions spirituelles supérieures et différentes lorsque l'on comprend ce qui se passe. L'avant-dernière nouvelle du recueil s'appelle L'écrivain prodige, et je raconte l'histoire, l'ascension à la fois modeste et fulgurante d'un écrivain amateur qui se prend pour le nouveau Verlaine et qui vit dans l'illusion de l'être réellement à cause du comportement déroutant d'une petite assemblée d'amateurs qu'il a autour de lui et qui le hisse au sommet d'un piédestal malheureusement bâti sur des sables mouvants. Cette nouvelle est l'occasion d'explorer les rouages psychologiques et les préalables sociaux qui rendent possible l'éclosion d'une forme pervertie d'ambition qui devient rapidement sectaire. Là aussi, j'ai tâché de créer un décor et une ambiance qui rappellent ceux des bistrots d'époque, où l'on pouvait voir sur des coins de table les derniers poètes de France griffonner leurs carnets. Et enfin, la dernière histoire, Nous prierons pour lui, qui aborde les terribles, les graves, les dangereuses questions de la mort et du deuil. Écrire cette nouvelle a été très difficile pour moi car on n'écrit pas sur ces sujets facilement. Le personnage est un Français d'aujourd'hui, c'est-à-dire un Français éloigné de la foi et des églises mais qui va s'en rapprocher à la suite d'un événement tragique. Et nous le suivrons jusque derrière les portes d'une ancienne abbaye lorraine où des moines bienveillants et tragiques l'accueilleront pour cheminer avec lui sur le sentier terrible de la souffrance totale. En écrivant cette nouvelle, j'ai eu, plusieurs fois, les larmes aux yeux.